On est le 19 juillet et on accoste tranquillement au port-manette. Alors si tu débarques ici pour la première fois, le principe, il est simple. On est 2, parfois 3. On suit l'actu du jeu vidéo de la semaine et on te la raconte. On va te raconter le sujet qui valent le coup, les jeux qui viennent de sortir, ceux qui arrivent. On te dit ce qui se passe, voilà, ça tourne autour du pot. Alors le programme de cette semaine, on a le Japon qui embauche à tour de bras pendant que le reste de l'industrie licencie. On passe ensuite à la prochaine génération de consoles que personne ne veut, même pas les développeurs. Et pour conclure, quelques semaines après, on refait un petit tour sur la fin annoncée du disque chez PlayStation, et ça passe mal, et ça c'est aux quatre coins du monde. Salut Anto, content de t'avoir à bord, quoi de neuf ? Salut Josian, content d'être ici. Quoi de neuf ? Pas grand chose, j'ai fait péter la tirelire récemment là, parce que j'ai dû acheter un nouveau téléphone. Que s'est-il passé ? Écoute, je marchais tranquillement dans la rue et je me suis fait violemment agresser par un insecte qui m'a atterri dans les cheveux. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas quel genre d'insecte c'était, mais c'est un gros truc qui m'est tombé dans les cheveux là, et du coup j'ai eu peur et j'ai laissé tomber mon téléphone et je comprends la panique. Et voilà, ouais. bim bam boum. Et du coup, bim bam boum, téléphone, écran brisé et nouveau téléphone. Ok, nouveau téléphone. Vous avez quoi comme insecte terrifiant au Japon ? Beaucoup de, surtout là on est en été, donc du coup il y a beaucoup de cafards à Tokyo. Et les cafards, les cigales aussi. Les cigales, elles sont terrifiantes, elles volent, elles sont connes, elles sont aveugles, elles te volent dans le visage, c'est effrayant. Ok. Et toi, quoi de neuf ? De mon côté, en anecdote mondaine comme ça, qu'est-ce que j'ai ? Je peux te parler de mon potager si tu veux. Qui, facile. Il est en train de crever, il est tout sec à cause du climat chez nous ici, là, où on enchaîne les jours les journées de canicule. Et donc t'as beau essayer de te lever tôt pour arroser, ça fait pas trop de différence. Donc j'ai 2 pauvres tomates et des pastèques qui poussent et le reste est en train de crever. Donc bon, voilà pour mon anecdote mondaine. Avant qu'on lève l'ancre vers les topics actualité, la question qui s'impose, Anthony, c'est à quoi tu joues toi en ce moment ? À quoi je joue ? La même chose depuis plusieurs semaines, toujours Witcher 3. Ouais. Et je commence à m'acclimater un petit peu à la philosophie de ce jeu. Avant, comme je t'avais dit, je suis plutôt genre complétionniste et j'ai envie de tout faire, j'ai envie de finir toutes les quêtes, de trouver tous les objets, faire toujours le choix. Quand on te propose un choix, toujours de choisir le meilleur choix, celui qui te donnera la meilleure option, tout ça. C'est dur ça. Et si tu joues un jeu comme ça avec cette mentalité, au final c'est pas très plaisant. Et donc j'ai commencé à accepter le fait qu'au final, quand on te demande de faire des choix dans ce jeu, c'est comme dans la vie, tu sais pas forcément quelles seront les conséquences, tu vois. Tu fais un choix et tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Il y a des gens qui meurent, il y a du bien, il y a du pas bien, donc mais il faut l'accepter. C'est la vie, quoi. Ah, c'est beau. Waouh. Ouais. Bravo. Moi, voilà. je suis sur Dench Attack. Je pense que je suis à la moitié du jeu là. Et donc, tu sais, il est sorti la semaine dernière. On a fait une première vidéo avec Alexis là-dessus, premières impressions, et dans laquelle je disais que j'aimais bien ce jeu. C'est toujours le cas, toujours plaisant, avec du renouveau à chaque niveau, que ce soit dans la thématique de l'épisode, dans la thématique du niveau ou dans je sais pas, le design des boss, tout ça, c'est tout autant marrant au bout de quelques heures. Donc il me tarde de le finir, je pourrais peut-être en faire un test écrit à la fin, un truc comme ça. Donc voilà, Dench Attack, très cool. Allez, on va commencer du coup, Anto, si tu veux bien. Et on va commencer c'est parti. Loin de moi, près de toi, parce que, comme je le disais, pendant que la moitié de l'industrie licencie, il y a 2 boîtes au Japon qui en fait font complètement l'inverse. Donc c'est 2 nouvelles qu'on peut lire dans la presse, qu'on a pu lire dans la presse cette semaine. La première, donc, c'est le nouveau patron de Koei Tecmo, qui parle au Famitsu, donc c'est ce fameux magazine, tu connais toi, tu as la chance de pouvoir le feuilleter là-bas. Et donc il raconte ce Hisashi Koinuma, donc le patron de Koei Tecmo, il raconte qu'entre 2024 et 2025, sa boîte elle est passée de 2500 à 2850 personnes, et cette année ils ont rajouté 193 personnes en plus dans leur staff, donc ils dépassent les 3000. Et leur objectif annoncé en 2024 tient toujours, d'après ce qu'ils racontent, c'est atteindre les 5000 employés. Voilà, donc déjà, gros chiffre. La deuxième news, une autre boîte, c'est le patron de Falcom,
Donc c'est un petit studio au Japon là, qui fait le point sur, pareil, sur son staff. Donc il nous raconte que c'est 69 personnes fin mars 2025. Dans ces 69 personnes, en fait, ils tournent avec 5 équipes en parallèle. Une sur un nouveau Trails, une sur un remake de Second Chapter, une autre équipe sur leur licence Ys, une autre sur Kyoto Xanadu, qui est un nouveau truc qui est sorti cette semaine au Japon, et une autre sur un projet pas annoncé. Et donc ce Toshihiro Kondo, donc le patron de Falcom, il nous dit que sortir 2 jeux cette année, bon, c'est un peu coup de bol dans leur calendrier, c'était pas le plan prévu initialement, ou voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais il explique que c'est vers ça qu'il veut tendre au final, parce qu'il raconte un truc qui est pas con, hein, c'est sans projet où ces jeunes peuvent se planter, ben, Falcom n'aura pas de successeur, il y aura personne pour continuer à faire vivre l'identité du studio après les vétérans. Alors quand tu lis la première news, côté Koei Tecmo, donc tu te frottes un peu les yeux, tu te dis 500 personnes en 2 ans, en pleine crise mondiale du secteur, avec leur objectif de 5000 personnes qui, voilà, ils gardent fièrement ce chiffre en disant on va y arriver. Et du coup, quand tu regardes ce qu'il y a comme studio derrière Koei Tecmo, bah, c'est Team Ninja, donc c'est Ninja Gaiden, Dead or Alive, t'adores ça toi. C'est Nioh, c'est Rise of the Ronin. Il y a aussi la team Omega Force, c'est tout ce qui est Musou, tu sais, c'est les Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, et c'est aussi eux... Dragon Quest Warriors. Tout ce que tu veux Warriors. Et c'est eux qui sont aussi aux commandes de Pocopia, qui est sorti il y a quelques mois là. Et après, il y a un autre groupe aussi, il y a Gust. Donc eux, c'est les ateliers. Pareil, il y en a beaucoup qui marchent à gogo de ces jeux-là. Et encore derrière, après, donc il y a toutes les propriétés intellectuelles historiques de chez Koei Tecmo. Donc c'est genre Nobunaga Ambition, c'est Romance of the Three Kingdoms. Donc c'est des vieux c'est pas des RPG, c'est des espèces de vieux jeux de stratégie qui datent de l'époque NES même, quoi. T'as les Fatal Frame, t'as les Monster Rancher, t'as plein de trucs comme ça, plein de marques. Ils ont même un nouveau studio orienté AAA qui a été créé récemment, on sait pas trop ce qui s'y trame là-dedans. Et bon, il s'arrête pas là, le Koinuma, il dit qu'il veut lancer d'autres équipes, d'autres studios, pour faire autre chose que ce que leur fanbase attend. Donc tu vois, c'est la même strat, c'est multiplier les équipes pour multiplier les jeux, quoi. Et t'as l'impression que c'est un peu l'inverse de tout ce dont on parle, nous, depuis 3 semaines, avec ce qui se passe chez Xbox et Sony, quoi. Alors du coup, Koei Tecmo, là, qui embauche à gogo, l'autre côté Xbox qui supprime 3200 postes le même mois. Est-ce qu'ils évoluent dans un marché différent, ou est-ce que c'est 2 approches du même marché, selon toi ? J'ai l'impression que c'est plus 2 philosophies différentes. Je pense que Microsoft, ils ont plus tendance à penser court terme et aussi très très gros budget, donc ils font peut-être moins de jeux, mais c'est un petit peu le Hollywood du jeu vidéo, tu vois, avec des budgets qui explosent. Et du coup, tu peux pas te planter. Si tu te plantes une fois, ben tu te retrouves avec des centaines de licenciements. Mais Koei Tecmo, ouais, c'est plus, du coup, c'est plus sur le long terme. C'est quand même une entreprise un studio qui existe depuis super longtemps. Et du coup, pour moi, ce genre de studio, c'est plus, il y a plus une ambiance familiale, tu vois, où ils prennent vraiment soin de leurs employés. Et ils ont des budgets plus contrôlés. Et je pense qu'ils ont plus conscience de leurs limitations et de ce qui est sain, entre guillemets. Ouais. Et quand tu vois des jeux comme Dynasty Warrior, Atelier, c'est des jeux à petit budget, je pense, quand même, qui n'ont pas un budget énorme, mais qui font rentrer de l'argent régulièrement. Ils te sortent un nouveau jeu tous les ans et c'est une valeur sûre. Ouais, donc je pense que eux, ils misent plus sur la stabilité, et Microsoft un petit peu plus, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est plus vouloir trop en faire. Ouais, je pense que tu as raison. Ouais. Et donc sur Falcom, sur le fond, là, ce qu'il nous raconte, le boss de chez eux, j'ai l'impression que c'est un peu le truc le plus intelligent de la semaine. C'est lui, il parle pas de productivité. Il te dit, si ces jeunes, ils ont que du Trails à faire, ils vont jamais apprendre à porter la boîte après les vétérans. Il explique donc le projet Kyoto Xanadu, le truc qui est sorti cette semaine, c'est exactement ça. C'est une nouvelle équipe épaulée par alors c'est pas par des seniors, mais enfin c'est pas les vétérans, mais c'est justement des seniors un peu dans leur team, sur un projet qui est sorti de nulle part. C'est pas un des fleurons de leur studio. Et du coup, voilà, c'est un petit groupe qui consacre une équipe sur 5 à former ses successeurs. Et au final, il y a des studios de 1000 personnes qui pensent même pas à faire pareil, ou qui
Bon, peut-être qu'ils peuvent pas faire pareil non plus parce qu'ils font partie d'un plus gros groupe, mais voilà, sur ce modèle, est-ce que ton avis c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde de plus près ou c'est peut-être juste du crunch habillé en artisanat peut-être? Tu le vois comment toi ça? Bah, ça a l'air de fonctionner en tout cas pour le moment. Parce que d'après, j'ai fait quelques recherches et d'après ce que j'ai pu lire, apparemment le taux de rétention des employés chez Falcom est super élevé. Ah oui. Genre les gens, quand ils rejoignent Falcom, ils y restent pendant 14 ans, tu vois, ce qui est un chiffre assez incroyable. Ouais. Je pense pas que ce soit les mêmes taux chez les studios occidentaux. Et, ouais, donc je pense que les employés ont l'air d'être assez heureux, donc je pense pas que ce soit du crunch Ouais. qui te pousse vers le burn-out. Et, ouais. Et puis Et voilà. Et aussi, c'est bien pour les employés sont contents, et les joueurs sont aussi contents parce qu'ils continuent de sortir des bons jeux. Donc, ouais. pour moi, c'est win-win. Chez les occidentaux, peut-être qu'il y en a des gens qui restent 14 ans dans la même boîte, mais c'est parce qu'ils mettent 14 ans à sortir un jeu qui au final est annulé et à la fin ils sont licenciés. Donc c'est peut-être pas les mêmes 14 Ouais. ans. Mm. Donc voilà, t'as Koei Tecmo et Falcom chacun à son échelle qui font un peu le même pari, tu vois. Ce que tu nous racontais, c'est le long terme. C'est pas regarder à la fin du calendrier fiscal, c'est regarder les 10 années plus tard, quoi. Former les gens, garder les équipes. Et justement, c'est regarder le futur, c'est un peu ce que les constructeurs font en ce moment, avec leur next-gen. Donc c'est le rebond vers le deuxième topic. C'est la question de la semaine, c'est... en gros, c'est pas quand sort la PS6, c'est est-ce que la PS6 doit sortir maintenant? D'après les rumeurs, il viserait fin 2027, début 28. Donc bon, voilà. Et alors la question se pose cette semaine parce qu'on a le directeur de Witcher 3, justement, qui est aujourd'hui le patron d'un autre studio. Il s'est barré il y a quelques années. Donc c'est Konrad Tomaszkiewicz. Pendant une interview avec Eurogamer, donc, il nous raconte que voilà, la question est posée à propos de la rumeur sur la next-gen retardée, tout ça. Et sa réponse, lui, c'est ce qui est amusant, c'est qu'il sort donc son nouveau jeu en septembre, et il raconte qu'il a déjà à maintenir 4 versions du jeu, donc la Xbox, PS5, 2 versions PC, parce qu'il y a 2 régions à satisfaire par rapport aux classifications. Et il raconte qu'une machine de plus, ou même plus, c'est des builds de plus à maintenir et des équipes en plus, des tests en plus, bref, c'est pas viable. Donc lui, il est de l'avis que le plus tard ça sort, le mieux c'est, quoi. Et il partage l'avis un peu des joueurs en disant que on a l'impression que la génération actuelle, elle a pas montré tout ce qu'elle avait à faire encore, quoi. Et donc sur le même sujet, ce côté est-ce que la next gen devrait arriver et est-ce que la current gen devrait pas rester plus longtemps, on a un groupe, le S&P Global Market Intelligence, Kagan. Donc c'est des groupes qui font des prévisions sur les marchés, tu vois. Ils racontent que d'après eux, voilà, les livraisons mondiales de consoles, elles vont tomber en termes de chiffres cette année. Il y aura genre moins 20% par rapport à l'année précédente. Ils se basent sur quoi? Ils se basent sur, en gros, les déclarations déjà que ce que Nintendo prédit, de vendre un peu moins de consoles, et ils se basent aussi sur le fait que y a des pénuries de matos partout, que ce soit de la RAM et le stockage, à cause de tout ce qui est IA et data center qui font monter les prix et qui bouffent en gros les restes et qui bouffent tout le matos, quoi. Donc voilà, donc eux ils sont de l'avis que la gène actuelle va traîner des pieds parce que il y aura pas assez de matos pour construire une prochaine gène. Et la troisième news qui rebondit un peu sur ça, c'est des rumeurs qui viennent de Corée qui racontent que peut-être une Switch 2 OLED sera en préparation côté Nintendo. Donc c'est un sujet similaire, ça veut dire que Nintendo, eux, bon, ils ont sorti leur console il y a un an, mais ils sont prêts à la faire durer, ils sont prêts à faire le même truc qu'ils font habituellement, c'est-à-dire sortir plein de SKU différents, que ce soit des Lite ou des OLED ou des versions avec une Triforce dessus pour la revendre, tu vois, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont prévoir là-dessus, mais voilà, donc il y a des petites rumeurs sur une version OLED qui arrive et qui rebondissent sur le même sujet. Alors, si on reprend le truc du début, le fait que ce soit un développeur là, qui dise t'as mieux si la next-gen glisse plus tard, je trouve que c'est assez parlant, parce que bon, ce type, c'est pas un pignouf, hein, il a bossé sur Witcher 3, il sait ce que c'est de faire un jeu de cette taille et de le maintenir. Il nous dit qu'un build de plus à cette taille, c'est pas juste une petite ligne de budget, quoi. Ça remet en question tout un projet et tout ça, quoi. Et du coup,
si on fait le bilan de toutes ces histoires, entre les gens qui en veulent pas et les studios qui commencent à dire que chez eux, ce serait beaucoup trop coûteux de bosser sur des builds différents, on arrive à un point, tu vois, où un peu la next-gen, elle est vécue comme une charge par ceux qui font les jeux, et pas comme une promesse ou un signal que le mieux va arriver, quoi. Du coup, Anto, à quoi sert une nouvelle console, selon toi, si les studios n'en veulent pas, et si les joueurs n'auront pas de toute façon les moyens de l'acheter, parce que ça va être beaucoup trop cher à cause de tout ce qu'on disait en termes de pénurie? À quoi ça sert? Ouais. Bah, c'est vrai que déjà, à cause des pénuries, tout ça, naturellement, les consoles qui sont plus chères, qui sont plus difficiles à produire, donc ça va repousser l'écart entre cette génération et la prochaine. Après, même au-delà de ça, je trouve que on a atteint un niveau technologique assez avancé qui fait qu'au final, on n'a pas vraiment besoin d'une nouvelle console, même si c'était possible, tu vois. Il n'y a pas vraiment la nécessité. Comme tu as dit, la console actuelle, les consoles actuelles, elles n'ont pas été exploitées à 100% pour le moment. Ils en ont encore dans le ventre. Et elles sont suffisamment puissantes pour moi pour tenir encore plusieurs années sans problème. Ouais, largement, ouais. C'est parce qu'avant, les anciennes générations de consoles, ok, quand tu passais de la PS1 à la PS2, il y avait un gros écart, quoi. C'était justifié. Maintenant, passer déjà de la PS4 à la PS5, c'est pas toujours évident, mais de la PS5 à la PS6, à part des graphismes encore plus beaux qui sont déjà très très beaux, je vois pas ce que ça pourrait apporter de particulier. Donc c'est pas, ouais. Ouais. À part si vraiment la 6, bon, c'est encore des rumeurs, on sait pas, ils ont rien annoncé dessus, mais si la 6, elle offre une expérience hybride façon Switch, là on peut comprendre que Sony soit un peu, voilà, ait un peu hâte de la sortir pour pouvoir faire pareil, le même genre de thune que Nintendo est en train de se faire. Mais si c'est juste pour fournir si des graphismes, tu fais quelque chose de différent. Voilà, si tu fais quelque chose de différent, si c'est juste un pourcentage en plus de puissance, franchement, voilà. Non, ouais. Et donc c'est là où je voulais en venir, quoi. En gros, moi j'espère aussi qu'on va aller au bout de cette génération avant de passer à la suivante, qu'on ait vraiment la sensation que la console galère parce que les jeux sont trop ambitieux pour le matos. Versus aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des jeux galères parce que les jeux sont peut-être mal optimisés ou voilà, les solutions techniques sont peut-être pas les bonnes ou les plus adaptées à ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc j'espère qu'on va aller au bout vraiment de la génération. Et la question que je voulais te poser, c'était genre, ça c'est la suite, quoi, mais c'est genre, est-ce que pour toi, on a déjà eu un jeu cette génération qui justifie vraiment la puissance PS5 et PS5 Pro? Parce que je me peine un peu à en trouver, j'ai l'impression, tu vois. Non, il y a rien qui me vient vraiment à l'esprit, parce qu'en plus, la plupart des jeux Sony qui pourraient vraiment justifier d'acheter une PlayStation, ils sont aussi sortis sur PC, cette génération, genre God of War et tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, non. Ce qui justifie vraiment une PS5, il n'y a aucun jeu qui me vient vraiment à l'esprit, non. Parce qu'on pourrait citer les quelques exclus consoles, les Astrobot machin, mais Astrobot, tu peux franchement le faire tourner sur une PS4 fastoche, quoi, d'un point de vue graphique. Après, ce qui va manquer, c'est la manette qui vibre et qui fait des trucs rigolos, mais les specs de la console. Il y a Ghost of Yotei qui est exclusif à la Play 5, il n'est pas sorti sur PC, il me semble. Oui, c'est vrai. Il était censé sortir, mais ils l'ont annulé. Donc, du coup, voilà, ce serait l'exclu PS5 peut-être, mais c'est pas. Voilà, fou. Mais bon, voilà, je suis encore sur cette impression, moi, il est où le jeu qui me fait dire, waouh, ok, la console elle est sur les rotules. Alors, pas parce qu'ils ont craqué un budget de dingue, mais parce que, je sais pas, il y a une vision créative, quelque chose qui fait que on arrive au bout. Comme on avait un peu avec les jeux de la Team Ico, quand tu voyais le Last Guardian qui sortait, ou même sur la Play 2, quand t'avais Shadow of the Colossus qui sortait et que tu sentais la console à bout de vie pour faire tourner le jeu, tu te dis, waouh. Bon, ok, alors vivement de voir ce qu'eux vont faire sur la PS3. Enfin, tu vois, il y avait ce côté-là. Et pareil, ils arrivent avec le Last Guardian et tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines? Bon, ils ont dissous l'équipe, on verra jamais, mais voilà. Où j'en étais oui, là, on n'arrive pas à trouver de justif encore à cette génération. Parlons un petit peu de la Switch 2 OLED, Anthony. Donc, qui, voilà, chez Nintendo, ça veut dire cette génération, ils vont la prendre un peu comme ils ont pris les précédentes avec la Switch 1 qui avait de multiples révisions. T'imagines que le coût va peut-être comment dire, va peut-être rebuter les gens, parce qu'en gros, même si c'est les mêmes specs, l'écran va faire que ça va être plus cher. Du coup, on est déjà dans les 500-600 balles pour une console selon le pays.
Ton avis, est-ce que ça va marcher ce coup-ci? Ouais, ces augmentations de prix là, c'est quand même assez incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça dans une génération. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que ouais, les passionnés, ceux qui aiment avoir les derniers gadgets, bah, ils vont sûrement l'acheter. Peut-être Parce que leur coût, étant donné que leur coût classique, tout devient plus cher. Leur coût classique, c'était sortir une OLED pour que toi, tu donnes ta Switch de base à, je sais pas, ton gosse, ton neveu, tout ce que tu veux, un kid, quoi. Mais là, tu te retrouveras à donner une Switch 1 que tu as déjà tapé à 500 balles. Tu dis, je vais peut-être pas, voilà, c'est peut-être du gâchis. Je sais pas si leur strat va marcher ce coup-ci, quoi. Ouais, bah, étant donné que tout devient plus cher, si tu as envie d'acheter une console, c'est peut-être la console vers laquelle tu vas te diriger. Peut-être, ouais. Ou peut-être que tu vas la Si t'avais revendre. pas encore plongé. Tu vas revendre ta Switch 2 initiale pour acheter la OLED, ouais. Voilà. Ce que je voulais arriver à dire là-dessus, c'est fait. Je pense qu'on a fait le tour sur ce côté next-gen. On en saura plus de toute façon quand les premiers vrais plans seront annoncés. On pourra refaire un topo là-dessus. Et donc, du coup, voilà, pendant qu'on se demande si la machine d'après doit arriver, t'as Sony, lui, qui a déjà tranché sur ce qui va arriver sur celle de maintenant, quoi. Et comment un peu ils designent leur prochaine. C'est avec l'annonce de plus un seul disque PlayStation en 2028. Et donc, on voit un petit peu les retombées dans le monde entier de cette annonce. Et donc, pour rappel, donc, c'est Sony qui arrête les jeux Play sur disque en janvier 2028. Ça date du 1er juillet, cette histoire-là. Et depuis, donc, ça n'arrête pas de remonter sur les réseaux sociaux ou dans les news, quoi. T'as une pétition qui s'appelle Save the Disc qui a passé les 300 000 signatures. Ça, sûrement un peu plus, même, parce que ce chiffre, je l'ai remonté il y a quelques jours, donc ça a dû monter encore. T'as une association de distributeurs britanniques qui est montée au créneau en disant que c'était pas cool. Ils sont arrivés jusqu'à parler à NBC News. C'est arrivé jusqu'à Mélenchon chez nous aussi, qui s'est emparé du sujet pour dire que c'était pas admissible, ni inadmissible. Et du coup, ça commence à basculer dans le juridique. Genre, aux Pays-Bas, t'as une association qui représente des utilisateurs comme ça, qui a lancé une action collective et qui réclame de la thune, donc pour un peu couvrir ce que l'absence de disque va faire chez les joueurs. Et au Mexique aussi, tu as une députée et un sénateur qui ont commencé à saisir un peu les autorités en termes de concurrence et de pratiques monopolistiques pour observer ça de plus près. Parce que oui, si tu arrêtes le marché de l'occasion, tu crées un peu un monopole sur ton store online et c'est pas cool. Et côté Europe, donc on pourrait se dire que l'Europe aussi va arriver à défendre les droits des consommateurs, sauf que eux, chez nous, ça dit que l'UE n'a pas à intervenir, c'est pas leur business, ça. Un peu dommage. Et donc, avec cette histoire il n'y a plus de disques, il n'y a plus d'occasion, on pourrait se demander ce que va devenir les Micromania de tous les pays. Et justement, hier, Micromania a annoncé son rachat. On va en parler un petit peu après, mais voilà, ils vont appartenir à un groupe canadien après ça. Et le même jour là, que ce Micromania, il y a le patron de GameStop qui est passé lui sur Bloomberg. Donc GameStop, c'est une grosse franchise du même genre aux US. Il est passé sur Bloomberg pour dire que tout ça, cette histoire de disque qui s'arrête, ça n'a plus aucune importance pour lui. Alors, rebondissons un petit peu sur Micromania. C'est un espèce de consortium franco-québécois qui l'a racheté. On a déjà vu la transformation de Micromania. Tu sais, c'est devenu des produits dérivés, des cartes, des figurines, des trucs comme ça. On sait que ce rachat, ça va être du même genre parce que dans les groupes qui possèdent déjà, il y a le eBay Games et tout ça, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer avec tous ces magasins de jeux ancestraux. Donc, autrement dit, ils rachètent des enseignes de jeux pour mettre en place un plan qui repose sur à peu près tout sauf le jeu vidéo, quoi. Ça repose sur les produits dérivés et au final, ils ont peut-être raison. C'est juste triste à écrire comme ça parce que nous, on naviguait dans ces magasins et on se régalait avec les bacs d'occasion et les bacs de jeux neufs, mais voilà, c'est peut-être justement la seule solution qu'ils ont pour continuer à vivre, quoi. Et voilà, le même genre de truc, c'est le patron de GameStop qui raconte que lui, pourquoi il en a plus rien à faire, c'est parce qu'en fait son business il repose plus du tout sur la vente de jeux. Chez lui c'est pareil, c'est les produits dérivés qui font marcher la boutique. Et donc la question Anto pour toi, c'est si tu imagines Micromania encore plus rempli de figurines et je sais pas, et de boosters Pokémon,
avec le rayon de jeux qui rétrécit chaque année. Tu y remets les pieds, toi, ou pour toi, ça y est, c'est déjà KO et c'est fini? Non, bah, à part si j'ai envie d'acheter des petits goodies comme ça, en relation plus ou moins avec le jeu vidéo, ouais, pourquoi pas. Mais, après, comme on en a déjà parlé dans des podcasts précédents, aussi, on n'achète plus de jeux physiques. Ouais. Les jeux neufs, en tout cas, les jeux neufs, on les achète plus, donc on fait partie du problème aussi. La raison pour laquelle ces magasins sont en train de fermer. Avant, enfin, dans les années, ces dernières années là, la seule raison pour laquelle j'allais dans un magasin de jeux comme ça, c'était pour acheter des jeux d'occasion, voir s'il y avait des trucs intéressants. Mmh. Mais du coup, s'ils se débarrassent de ça aussi, ben non, j'aurais plus vraiment de raison d'y aller. Moi, je continue à y foutre les pieds pour acheter le hardware, justement. Pour des consoles et des Mmh. manettes, j'aime bien l'acheter dans un lieu physique parce que si jamais il y a un pet, je peux revenir vers le lieu physique pour avoir du remplacement ou quelque chose. Mais voilà. Pour les jeux, ouais, ça fait un moment que j'y Ouais. suis pas allé. Ouais. Et ouais. C'était quand la dernière fois toi, que tu as été dans un magasin de jeux vidéo, quel que soit le pays? Ah, je très, très, très longtemps. Ça doit faire au moins, je pense, 6 ans Oula. peut-être? Ouais. Après, je visite souvent les sections jeux vidéo dans les grands supermarchés ou genre truc, voilà, ce genre d'endroit, mais après les magasins vraiment dédiés aux jeux vidéo, non, ça fait très longtemps que j'y suis Ouais, pas allé. ok. Et voilà, et donc dans cette histoire-là, si on revient sur l'histoire du disque qui s'arrête en 2028, ce qui est chiffonnant un peu, c'est la réponse de l'UE où d'habitude on est un peu, pas les premiers, mais on est un peu vraiment à cheval sur le droit du consommateur. Et là, bon, ils disent qu'ils n'ont pas à intervenir et que c'est les entreprises qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi, ce qu'elles veulent. Donc c'est un peu Nasbrock. Le troisième morceau de ce tour du monde aussi, c'est côté Brésil. Il y a une autre histoire qui est marrante, entre guillemets, qui est un petit peu plus solide et palpable que juste avoir une nostalgie du boîtier. C'est un joueur qui s'est fait hacker son compte Xbox. Et après avoir contacté le support qui lui a répondu que bah, il avait plus qu'à à racheter sa bibliothèque, c'est pas chez eux qu'il fallait taper, bah, il a fait une attaque, il a attaqué en justice la marque Xbox. Et le tribunal lui a donné raison. C'est la boîte a 15 jours pour lui restaurer ses jeux et à lui randonner quelques pépettes de dommages. Et, ce serait intéressant que ça puisse faire jurisprudence ailleurs, sauf que bon, jurisprudence, à mon avis, ça le fera pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est exactement ce que le disque protégeait, quoi. On peut pas venir te pécho ta collection sur l'étagère, alors que ta collection online, suffit qu'il y ait un pet de travers et ça y est, tu l'as plus du tout, quoi. Donc, en tout, pour moi, le vrai sujet, tu vois, c'est pas forcément le support physique qui disparaît, c'est plus la propriété. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, le problème en soi, c'est pas forcément le support physique, parce que si c'est juste pour vouloir posséder le jeu, voilà, c'est un truc, de collectionneur de nos jours. C'est les gens, ils préfèrent acheter en dématérialisé, donc c'est pas forcément le problème, mais le problème, c'est tout ce que ça entraîne, le fait de plus avoir de support physique. Après, c'est difficile aussi de réglementer tout ça parce que tu peux pas forcer les constructeurs à sortir leurs jeux en physique s'ils en ont pas envie. Ouais. C'est ça, mais donc l'Union européenne, je comprends qu'elles veulent pas faire grand-chose à ce sujet-là, mais par contre, il faudrait qu'ils se penchent un peu plus sur le sujet de la propriété en elle-même. Enfin, est-ce que le jeu t'appartient vraiment ou est-ce que juste tu le loues, jusqu'à ce que l'éditeur, te permette d'y accéder? Ouais. Ça reste aussi quand même assez difficile à réglementer aussi parce que si tu prends une plateforme, par exemple, comme GOG, tu vois? Mmh. Sur GOG, quand tu achètes ton jeu, tu le possèdes pour de vrai. C'est pas comme sur Steam où tu as juste une licence qui te permet d'accéder au jeu. Quand tu achètes ton jeu sur GOG, il y a pas de DRM et tu peux télécharger l'installeur, tu peux installer ton jeu hors ligne et il y a pas de vérification. Tu peux l'installer sur autant de PC que tu veux. Tu pourrais même le passer à tes potes. Bon, c'est pas bien, mais potentiellement, tu vois? Ouais, ouais. Donc le jeu t'appartient pour de vrai et tant que tu as l'installeur, bah, tu peux le garder pour toujours, quoi. Tu peux te le mettre sur un CD, sur un disque dur et tu l'as pour toujours. Donc ça, c'est une solution possible, mais c'est difficile d'imaginer que les gros éditeurs publient leurs jeux de cette manière, parce qu'imagine GTA 6 sur GOG et voilà, tu télécharges l'installeur et tu le passes à tous tes potes et Ouais, ouais. Sur GOG, il y a des jeux c'est récents qui pas sortent ou c'est plus en fin de vie qu'ils arrivent sur GOG? je sais qu'il y a beaucoup de jeux indés, Ouais. mais après les gros jeux, je pense que non, ils ont tendance à éviter.
Ouais, Et donc voilà, ça c'est une solution potentielle, mais c'est pas viable, quoi. Tu sais très bien que les gros studios, ils pourront pas se permettre de faire un truc comme ça. Donc enfin, je pense que c'est un problème sans solution en fait. Comment est-ce que tu attribues une licence à quelqu'un et qui leur permet d'accéder au contenu pour toujours, mais sans autant entraîner la piraterie? Tu vois, ouais. c'est assez difficile. Ouais, c'est ça qui est compliqué avec ce sujet. C'est pour ça que c'est compliqué de voir actuellement tout le bad buzz autour de ce que Sony a annoncé. En gros, tu vois, ça tape même chez les indés maintenant. Là. Il y a des indés qui sortent des trailers pour leur jeu sur PS5, et au lieu d'avoir dans les Mm. commentaires des gens qui sont enthousiastes et qui disent leur jeu a l'air trop cool, il y a que des messages haineux envers Sony, envers l'absence de disque. Et ils se mettent même à attaquer les indés en leur disant les gars, vous avez qu'à sortir vos jeux sur disque. Vous êtes dans notre camp ou pas? Mm. Oui, mais si le mec il est un indé, ils sont deux, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas le budget pour prévoir un plan de distribution par disque pour leur jeu. Et s'ils peuvent exister aujourd'hui en tant qu'indé, c'est grâce à la partie dématérialisée, justement. Sans ça, il n'y aurait jamais eu tous les indés qu'on a aujourd'hui. Donc la bataille, il ne faut pas la déplacer non plus en disant tout ce qui est des maths, c'est le mal, quoi. Ça serait teubé de dire ça. Ouais. Bon voilà, on finit sur ça, je pense, cette semaine, sur ces 3 gros topics-là. Mais on va quand même se retourner vers ce qui reste une fois que tout est dit, Anthony. On va parler des jeux. On va parler des jeux qui sont sortis cette semaine. Et ce qu'on va commencer à voir, c'est... Je ne me souviens plus où est ma liste. Si, c'est ça. Oui, alors je le disais, cette semaine, on va commencer par la surprise pour moi de la semaine, c'est le Dench Attack, où tu montes dans un train et tu fais des figures avec, comme un skate, mais c'est un train. Voilà, donc écrit comme ça, c'est un peu ridicule, mais ça marche bien. Donc c'est signé par un studio espagnol, Undercoders. C'est édité par Fireshine. Et bon, on fait que le dire, hein, mais c'est un hommage assumé à l'époque Dreamcast avec les Jet Set Radio, ou avec ces jeux Tony Hawk ultra fun qui ont su pousser le skate dans le mainstream comme ça. Donc il est super bien noté sur OpenCritic, là il est à 88 en ce moment, je crois. Donc c'est le haut du panier. Et donc pour une fois, je suis un peu dans le même engouement général sur ce jeu. Hein. J'étais très contente de jouer à la démo il y a quelques mois. Et je suis de la même avis que tout le monde. Hein. C'est le genre de jeu qui te fait recommencer à niveau 10 fois pour avoir la médaille d'or. Et le seul reproche qu'on peut lire en partie par là dans les reviews, c'est que bon, il peut y avoir un petit peu de fillers dans le jeu. Je pense qu'il peut y avoir une certaine longueur à partir du milieu. Je pense que je suis en train d'y arriver là. Où ils vont peut-être se mettre à recycler des idées des premiers niveaux pour faire avancer le truc un peu, mais bon, c'est pas si mal que ça. Le cœur du jeu, lui, il est au top. Que ce soit la DA ou la bande son, je pense qu'il y a que des réussites dans le jeu. Et alors, petit rebond là-dessus pour toi, Anto, c'est un jeu vraiment orienté score attack façon arcade, avec un concept complètement barré. Ce genre de jeu qui t'intéresse, toi, où tu t'accroches direct au pitch, ou est-ce qu'il te faudrait plutôt quand même un truc avec une vraie histoire et une campagne pour rester? Ah non, tant que le gameplay est bon, c'est le plus important pour moi. C'est un petit peu comme quand tu regardes des films. Parfois, il faut regarder des Citizen Kane, mais aussi des fois, tu as envie de regarder du Transformers aussi, tu vois, ou du Need for Speed. On veut vraiment, c'est on veut vraiment faire ça? Peut-être pas Transformers, mais c'est quoi j'ai oublié le nom, les films avec Vin Diesel et des voitures. Fast and Furious. Fast and Furious, voilà. T'as envie de débrancher ton cerveau et juste avoir du fun. Et pareil pour les jeux, quoi. C'est important d'avoir des Last of Us, mais c'est aussi important d'avoir des jeux comme ça qui sont juste du fun et voilà, quoi. Bah, je suis d'accord, hein. Tu veux du Citizen Kane, mais tu veux aussi le film avec Jason Statham qui, tu sais pas pourquoi, il a un chapeau de chantier sur ce coup-ci, c'est pas grave, c'est l'histoire. Mais après, il va taper des gens, c'est ça qui compte, quoi. Voilà. C'est celui que j'ai commencé à regarder hier, celui avec le chapeau de chantier. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, c'est un vrai film. Non. Il a un chapeau de chantier. Ça fait rire. Écoute. Alors ensuite, l'autre jeu que j'ai dans la liste, j'en ai parlé la semaine dernière en fait. Je crois que les 3 que j'ai, c'est les 3 que j'avais mentionnés. Donc c'est Moss the Forgotten Relic, avec la petite histoire de fond derrière qui est intéressante parce qu'à la base c'est un jeu VR sorti en 2018 et tout le monde avait bien aimé parce que c'était un des rares trucs qui justifiait le casque, ça marchait bien, un jeu de plateforme. Et donc Polyarc, donc les gens qui font ce jeu, ils ont décidé de porter tous les jeux Moss, enfin je crois qu'il y en a 2 et un DLC,
Ils ont décidé de porter ça sur un écran, les écrans plats de base, les écrans classiques. Je sais pas comment on peut caractériser ça sur le monde plat, le monde réel. Et donc, pareil, bien reçu, 80 sur OpenCritic. Et ce qui est plaisant dans cette histoire, c'est le pari était un peu risqué d'enlever la VR pour un jeu qui était fait pour la VR. Et l'enlever sans tout péter et garder un peu ce qui faisait le jeu, qui le rendait intéressant. Apparemment, le pari est réussi. Avec, voilà, les gens avaient peur de l'implémentation de la caméra qui aurait pu être pourrie, mais en fait, apparemment, ça marche bien. Et le seul truc négatif qui revient, c'est que, oui, effectivement, il manque un petit peu la magie de départ d'avoir la tronche immergée dans l'univers du jeu. Mais voilà. À part ça, c'est bien reçu. Et ce qui est cool, c'est que les gens comme nous, qui n'ont peut-être pas forcément trop trempé dans la VR, ils peuvent maintenant se frotter à ce jeu qui vaut le coup, apparemment. Et justement, ton expérience VR, toi, en tout, c'est quoi déjà ? Mon expérience VR, moi, c'était sur les premières générations de casques VR, du coup, sur le PlayStation Le machin, PSVR. j'ai oublié le nom. Ouais. Et du coup, c'était pour moi, c'était beaucoup de migraines et beaucoup de vomi. J'ai des yeux assez fragiles qui se fatiguent rapidement, et du coup, ces premières générations de casques avec des résolutions assez basses et un framerate pourri, ça me détruit le cerveau. Ouais, Donc, j'ai pas essayé depuis. Il y a des chances que les nouvelles générations soient meilleures pour mes yeux, mais j'ai pas essayé. tu te méfies. Ouais. Je suis un peu pareil parce que j'avais la première gêne PSVR aussi. Et donc j'avais tenté tout ce qui était tentable au début. Donc j'étais intrigué de voir le Astrobot. Bon, pareil, ça me foutait la gerbe. J'ai pas été bien loin. J'ai fait 3 pas et j'ai arrêté. J'ai fait comment il s'appelait, Drive Club, ce jeu de caisse. Pareil, il y avait une extension VR. Oh, c'était à gerber aussi. J'ai arrêté tout de suite. Les seuls où j'arrivais à survivre, c'était les jeux de rythme. Tu sais, tu te souviens de ce que c'était, Thumper? Oui. Ouais. C'était une espèce de truc sur rail, là, c'est rythmique, tu dois éviter des obstacles. Là, ça marchait bien, c'était super immersif, c'était une de mes meilleures expériences immersives, je trouve, en VR. Le problème avec la VR Play première génération, c'était le drift qu'il y a au bout d'un moment, où tu commences centré, ton cerveau il est heureux, et au fur et à mesure, ça se décentre légèrement. Tu vois, la gauche devient plus vraiment la gauche et la droite plus vraiment la droite. Ouais. Et ton cerveau il commence à dire oh là, ça un truc qui cloche. Et au bout d'un quart d'heure, t'arrêtes en sueur parce que pareil, si tu continues, tu te gerbes dessus, quoi. Ouais. Donc j'ai pas trop forcé, j'ai pas fait mes VR legs comme les gens disent. J'ai pas encore le pied marin de la VR. Et c'est pour ça que j'étais curieux de voir si Steam arrivait à produire un. Alors, on l'a pas encore vu sortir, mais le Steam Frame, s'il le sort pas trop cher, j'aurais pu me dire allez, peut-être que ça peut le faire. Mais bon, si c'est pour vomir à 1500 balles, bof. Ouais. Alors, on va finir avec le troisième que j'ai sorti de la pile. C'est Evo 2. Donc, j'en avais parlé aussi la dernière fois. C'est un jeu de fiesta. Tu vois, t'as une tête avec 2 bras, tu t'accroches, tu te balances, tu te balances de pote en pote, parce que c'est multijoueur. Tu traverses les niveaux à plusieurs comme ça. Le premier avait bien marché en 2019, mais il n'y avait pas du online dedans. Et du coup, cette suite, elle ajoute le online, des mondes en plus, voilà, des petits modes multijoueurs en plus. Les trucs qui manquent au premier, quoi, d'après les gens. Et sur le papier, c'est tout bon, sauf que le petit débat qu'on lit dans les tests, c'est le côté multijoueur. Donc, il n'y a pas de solo. Et le côté qui fait réfléchir les gens, c'est est-ce que tu perds pas un truc que tu avais avec le premier qui était que solo canapé, versus là où c'est du solo online, où il faut se taper peut-être parfois, si t'as pas de potes online, tu peux te taper des queues de matchmaking et tomber sur des relous. Bon, voilà. Donc, il y a ce sujet-là qui revient dans les reviews. Ça n'entache pas la qualité du jeu, hein, qui est bien reçu, mais ça fait réfléchir. Et justement, ça me fait réfléchir. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier de jeu multi comme ça ? Et c'est plutôt multi-canap ou multi-online ? Beaucoup de souvenirs. Déjà, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, parce que je jouais sur le canapé avec mes frères qui avaient, à l'époque, mon frère, il avait acheté la Master System Sega. Donc, du coup, c'était ma première console. On jouait à plein de jeux en coop ensemble. Après, voilà, toutes mes années de collège, lycée, tout ça, même université, où le jeu en ligne était quand même plutôt développé. Nous, on a connu la transition entre la démocratisation du jeu en ligne. Du coup, on a un petit peu vu comment ça évoluait. C'est vrai qu'au début, tu n'avais pas de choix, c'était que le local, que le multilocal.
Ensuite, ça a évolué vers la possibilité de faire du multilocal et du jeu en ligne. Et petit à petit, il y a les jeux qui ont aussi laissé tomber le local, tout simplement, qui te proposait que l'option en ligne, ce qui était un petit peu dommage. Ouais, je me souviens de la fin des jeux split screen. Ça faisait mal, ça. Ouais, parce que la génération Halo 3, Gears of War 1, c'était cette période de transition où tu avais l'option, tu vois, c'était soit canapé, soit en ligne, tu avais le choix. Mais après, après ça c'est un petit peu. Donc oui, beaucoup de bons souvenirs. Ouais, ben moi c'est pareil, c'était un peu le même genre. Hein. J'avais bon, le gamer à la maison, ça a toujours été moi. Il y avait mon frangin quand même qui suivait de temps en temps, mais il était plus là pour se faire taper au jeu de baston quand j'avais besoin d'un joueur 2. On parlait de online canapé, multi-canapé ou multi-online. À l'époque aussi, peut-être que tu l'as connu aussi, tu avais le multi où il fallait que tu te déplaces toi en salle d'arcade pour jouer avec des gens que tu connais pas. Et ça, c'est ce que je faisais un peu ado, c'est t'allais en salle d'arcade et tu te faisais taper à Street Fighter par quelqu'un que tu connais pas. C'était je sais pas, les prémices du multi-online, quoi. Tu faisais du matchmaking en réel avec des vrais gens que tu connais pas et c'était bien marrant. Ouais. Et ouais, tu parlais de transition après avec la démocratisation du vrai online. Il y avait la petite phase avant où, avec la sortie du Halo sur Xbox, où je me souviens de trimballer ma Xbox chez des potes pour faire des LAN, en gros, tu vois, 4 consoles, pour faire le jeu multi pour faire la campagne multijoueur ou du multijoueur, comment on dit, où on s'arrache la tronche, quoi, du deathmatch. Ouais. Donc t'es pas connecté online, mais tu viens avec ta console et tu fais un petit réseau local, on y est presque. Et après, ouais, je repense aux sessions Gears qu'on se faisait, ou le Call of Duty Modern Warfare quand c'est sorti aussi, c'était super fun. Et ouais, je sais pas si les kids d'aujourd'hui ou les joueurs d'aujourd'hui, ils auront peut-être conscience que le côté canap apporte aussi une dimension sociale au jeu que le online ne fait pas. Et de la même manière aussi, le online apporte des possibilités que le canap ne fait pas, quoi. Donc voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus. Ouais. Je sais pas si tu as une dernière pensée à ce sujet avant qu'on clôture les sorties de la semaine. Non, je pense qu'on peut passer aux sorties. Alors, ce qui arrive la semaine pro, semaine un peu chargée, mine de rien. Il y a quand même de tout, quoi. Il y a du gros remake, il y a du jeu de baston, il y a du RPG, il y a un jeu de dinosaures particulièrement attrayant, dont je te parlerai après. Donc voilà, tout un tas de trucs. J'ai essayé d'en garder que quelques-uns, après je te demanderai si tu en as d'autres qui remontent à la surface. Mais le premier, le gros morceau, c'est le Halo Campaign Evolved. Donc on parlait de Halo en multi à l'époque, là. Mais il y a le remake du 1 qui arrive, un accès anticipé. Ça veut dire que sa vraie sortie, je crois que c'est la semaine prochaine, mais là c'est le Early Access pour ceux qui payent plus, il me semble. Donc c'est refait avec des graphismes HD, blablabla. Ils ont refait des cinématiques, des nouvelles animations. Le plus intéressant, c'est qu'ils ont rajouté aussi du contenu avec je crois que c'est 3 missions inédites au début du jeu, où tu incarnes le Chief avec d'autres persos qui servent à introduire le début de l'histoire. Le timing est un peu marrant parce que ça sort pile au moment où le Halo Studios est un peu dans la tourmente avec les coupes chez Microsoft, donc on va voir comment ils sont reçus et comment leur studio évolue après ça. Du coup, Anto, est-ce qu'un remake de Combat Evolve, comme ça, de ce Halo, qui rajoute des missions, tu penses que ça va résonner avec un nouveau public ou juste avec les vieux fans qui sont contents de voir Halo sur une boîte comme ça? Ah bah déjà les vieux fans, oui, ils vont apprécier forcément. Après le nouveau public, ça doit être l'objectif, je pense. Est-ce qu'ils nous font un truc à la Star Fox où ils essaient de convertir les nouvelles générations au bon vieux Halo? Ouais, parce que si on regarde les derniers jeux Halo qui sont sortis, Infinite et Halo 5, qui se sont moins vendus, ça a été un succès autant commercial que critique. Moins important que les jeux précédents. Donc, est-ce que c'est une manière d'amorcer un retour aux sources, tu vois, un vrai retour aux sources sur le Halo classique? Peut-être. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'est un peu un reset d'un point de vue tech, parce qu'ils laissent tomber leur solution tech existante, et là, c'est un jeu UE5, comme la plupart des jeux. Donc, c'était peut-être une façon aussi pour eux d'entraîner des équipes à ça, pour pouvoir bosser les prochains Halo sur ce framework-là, qui devrait peut-être moins les coincer que ce qu'ils ont actuellement, je sais pas trop. Donc ouais, je sais pas trop quel était leur plan avec ça, si c'est séduire des nouvelles personnes ou pas. Ça s'inscrit aussi dans ce côté Microsoft qui raconte qu'ils veulent faire que des exclus pour vendre leur nouvelle console, et tu te dis, bah, ça veut dire que Halo va... Enfin, c'est Halo votre franchise, les gars, donc vous allez le reprendre. Non, ils le laissent chez Play. Bon, bah... Ça rajoute un peu de la confusion sur leur strat, mais voilà. Si on se reconcentre sur le jeu, moi je suis
Ouais, je suis ni triste ni pas ni heureux de le voir. Je crois que je l'ai assez fait ce jeu. Ouais, je l'ai fait 2 fois déjà, dans sa version normale et dans sa version arrêtez, HDifié un petit peu là, le Halo CE. Tu te souviens de ça là, les je sais plus comment ça s'appelait, Oui. l'édition qui résumait tous les Halo là. Voilà, j'avais refait le 1 à ce moment-là. Master Chief Collection. Ouais, un ce truc comme truc-là, ça. là, ouais. Donc j'ai l'impression que j'ai déjà fait suffisamment le jeu, donc j'attends de voir si ça se justifie de le lancer une troisième fois. Ensuite, je te parlais de jeu de baston, c'est parce qu'on a Marvel Token qui sort finalement le 24 juillet là. Donc c'est sur PS5 et PC. Là pareil, hein, Sony garde les jeux multi sur PC. Donc c'est du 4v4. C'est signé par Arc System Works, donc c'est les gens derrière Guilty Gear et le DBZ, le DB Fighter Z qui était sorti il y a quelques années maintenant, qui avait très très bien marché. Donc c'est PlayStation Studios et Marvel Games qui bossent avec eux, avec Arc-Sys pour faire ce jeu. Donc c'est du visuel type animé, il y a du gros casting de héros et de vilains Marvel dans le jeu. Et tu sais que quand Arc-Sys s'occupe d'une licence baston, en général, ça passe très 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 bien auprès de la communauté des fans. Et la question juste qu'on se pose à chaque fois qu'un jeu de baston sort, c'est niveau contenu, est-ce qu'il y aura de quoi occuper les gens qui apprécient la baston solo? Est-ce qu'il y a un mode arcade? Est-ce qu'il y a un mode histoire? Et surtout, une fois que tu vas te lancer dans le mode online, est-ce que l'online va tenir debout? Ou est-ce que tu vas te taper du lag à gogo et te faire décimer la tronche par des gens qui ont une meilleure connexion que toi ou qui sont plus près du data center ou whatever? Tu le sens comment, toi, celui-là? Tu le sens bien? Tu te méfies du contenu comme moi? Ouais, en regardant les vidéos, le trailer, ça, je pense qu'il y a une open beta aussi là en ce moment. Oui, ils ont fait plusieurs Et campagnes de serveur test et autres depuis presque un an maintenant. Là. ouais, en regardant ces vidéos, je sais pas, ça me donne l'impression, c'est peut-être que moi, mais ça me donne un petit peu l'impression que j'avais eu avec la sortie de Street Fighter V, je crois, qui était aussi un petit peu léger au début à la sortie du jeu, niveau Ouais, contenu, c'est pour ça qu'on qui se était méfie, assez c'est que critiqué. les précédentes grosses sorties de jeux baston étaient justement pauvres en contenu solo. Donc c'est pour ça que tout le monde se méfie un peu de ce qui va se passer là. Ouais, donc du coup, ça m'a donné un petit peu cette impression. Après, ouais, donc ça ressemble à un jeu pour moi qui aura probablement quelques DLC Ah dans oui. le futur. Ouais, je pense qu'ils ont un fichier Excel avec une roadmap à 3-4 ans là, qui raconte quel perso va sortir à quelle époque. Ouais. Peut-être synchroniser même Ouais, avec les nouveaux films Marvel qui vont introduire peut-être des persos ou en remettre certains à la mode. ouais. Ouais, ou sortir des skins genre Tony Stark, Doctor Doom Ah avec waouh! Robert Downey Jr. Waouh, mais faut Hein. envoyer un chèque à Sony, un chèque à Anthony directement, il a trouvé la bonne solution là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai popé? Oui, il y a on avait vu ça pendant les derniers directs Nintendo, je crois, c'était. Il y a FF, alors c'est le 10 et le 10-2 HD Remaster qui arrivent. Donc c'est les deux Final Fantasy PS2 qui débarquent sur Nintendo. Et ça, il n'y en avait pas eu jusqu'à présent. Donc c'est un peu un pilier du RPG PS2 qui arrive là. Tout le monde le connaît, mais ce qui est marrant à se demander, c'est... Bon, c'est un remaster d'un jeu de 2001 sur une nouvelle console, ok, mais comment il va être reçu en 2026? On est 25 ans après, là, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on commence pas tous un peu à fatiguer de ces reprises de ces jeux qu'on a déjà fait aussi 15 fois? En tout cas, les fans, moi je l'ai pas fait cela, mais voilà. Tu le vis comment, toi? Est-ce que ça te fait envie juste pour le côté confort de la version portable ou t'as aussi l'impression que c'est un peu du déjà-vu là qu'on est en train d'avoir? Ouais, bah surtout que celui-là, c'est un classique, donc je pense que c'est un jeu qui se porterait plus à un remake, parce que je pense que derrière Final Fantasy VII, c'est un des jeux préférés des fans, je pense. Ouais. Donc C'est celui-là juste un avec remaster, je sais. c'est celui-là avec le sport aquatique, non? Il me Ouais, semble que les gens avaient aimé ce truc-là. Là. oui, le Blitzball. Blitzball? Yeah. Yeah. Ouais, bah je pense que c'est un jeu qui a pas super bien vieilli. Il est quand même très bien le système de combat, voilà, classique. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce jeu, mais je pense qu'il a pas très bien vieilli parce que même à l'époque, quand j'y avais joué, il y avait pas mal de trucs qui m'agaçaient un peu, genre le rythme du jeu, tu vois, avec des micro cinématiques qui t'interrompent toutes les 30 secondes. Ouais. Faut être très patient pour jouer à ce jeu et ouais. Bon, ça va se vendre, hein, il y a aucun problème, mais Ouais, je regardais, je sais pas, c'est pas. il y avait une version ressortie sur PS3 en 2014. Après, il y a eu en 2015, il y avait ressorti sur PS4. Hmm.
Au Japon, il y a eu une version Switch. Même chez nous aussi, en avril 2019. Ouais, c'est une Qui c'est qui a pas joué à ce jeu encore là? Bon, j'ai l'impression que c'est moi. Ok, je vais m'y mettre. J'arrive. Ouais. Ouais. Voilà, à côté de ces C'est un trois... petit peu le... Pardon, oui, vas-y. J'allais dire, c'est un petit peu le Last of Us des RPG. Ouais, c'est ça, on va le ressortir à chaque fois. Donc voilà, à côté de ces 3 gros morceaux, c'est ça, j'en avais listé que 3, il y a des petits trucs quand même qui méritent d'être soulignés. Donc le premier, c'est Fading Echo. Donc c'est un petit jeu indé qui paye pas de mine, mais qui a l'air assez intéressant, où c'est un peu un platformer action avec tendance un peu RPG, d'après ce qu'on comprend. C'est un jeu français, c'est un studio français qui le fait. Et donc tu incarnes une héroïne qui peut se transformer en eau, et que ce soit liquide, vapeur ou glace, voilà, tu dois jongler un peu entre les états de la flotte pour résoudre des énigmes, évoluer dans le monde, et même faire des bastons. Donc ça peut être intéressant, ça sort pas très cher apparemment. Donc ça peut être une bonne petite surprise et on leur souhaite d'y arriver. Le second, pareil, c'est de l'ND, ça s'appelle Dinoblade. C'est limite un jeu qui a été fait que pour toi, parce que le principe c'est pareil, c'est de l'action tendance un peu RPG avec un skill tree, des trucs comme ça. C'est un jeu indé avec des dinos qui, le petit détail qui fait sourire et qui donne envie d'y jouer, c'est que c'est un dino avec une épée dans la bouche qui se bat contre d'autres dinos qui ont des épées dans la bouche et qui se battent comme dans Devil May Cry, quoi. Ils font des flips, ils font des attaques spéciales, ça a l'air dingue. Donc c'est fait par un seul gars, je crois. C'est fait par un ancien ou un actuel animateur de chez Insomniac, il me semble. Donc c'est... Le gars, il s'est pris son petit trip, il s'est dit tiens, si je faisais un dino qui se battait avec une épée, let's go. Voilà. Et donc Dinoblade, ça sort le même jour que Dragon Sword, donc tu vois, le même jour, tu as le choix entre un dino épée ou un dragon épée. Hein. Choisis ton destin, Anthony. Et le troisième que je voulais raconter, c'est Psyops. Tu te souviens de ce jeu, Psyops? Oui, c'était quoi, un jeu Play 4 Alors oui, moi je l'ai fait sur Xbox. Play 1 Non, c'était Play 2. Il était 2. sorti il y a très longtemps. Ouais, c'était Play 2 à la base. Attends, si je retrouve la fiche. Oui, cette génération, ouais. Si je retrouve la fiche, on est en 2004 sur PS2 et Xbox. Et donc ce truc-là, c'est un revenant, hein, c'est un jeu de 2004, donc comme je le disais là. C'est un jeu à la troisième personne où tu balances des ennemis à travers les pièces par la pensée, tu vois, t'as des pouvoirs psychiques. Et c'était justement marrant parce qu'il y avait un bon moteur physique, tu pouvais faire des conneries justement avec les ennemis, les balancer, les écraser. Et il y avait un peu de cover shooting aussi dedans, c'était sympa. Et donc on en parle là parce que le jeu il revient dans le catalogue PS Plus Premium avec ce qu'ils font habituellement, ils y mettent des trophées maintenant dedans. Donc un jeu qui a acquis un peu un statut culte qui est à l'époque, viteuf, pour le physique, et donc ça peut être intéressant d'y rejouer. En tout cas, je me sens un peu intéressé d'y rejouer là. Voilà. Est-ce que toi, Anto, tu vois d'autres choses dans la semaine qui t'interpellent? Juste pour en revenir à Dinoblade, si tu regardes le trailer sur YouTube, il y a un moment où il y a un dinosaure qui utilise un autre dinosaure comme épée. Ouais. Donc il a un dinosaure dans sa bouche et il te tape avec. Donc c'est juste le voilà. Je vais acheter ce jeu. Je serai la première personne à acheter ce jeu. Forcément Game of the Year. Je crois que j'en ai oublié un. Je crois qu'il y a Splatoon Raiders aussi, non, cette semaine, si je me trompe pas. Oui. Ouais, c'est vrai, je l'ai omis de ma liste, mais ouais Splatoon Raiders, c'est apparemment le jeu focus solo dans l'univers Splatoon, qui sort à un prix aussi un peu réduit, il me semble, pas trop, mais un peu réduit. Donc ouais, ça rajoute une charge en plus dans cette semaine chargée. C'est beaucoup de remasters comme Final Fantasy, Halo. Après, toujours les petits jeux. Il y a tellement de jeux qui sortent chaque semaine que c'est difficile vraiment de faire le tri et savoir ceux qui valent le coup. Ouais. Moi, j'aime bien les jeux atmosphériques où tu marches et t'explores des environnements. Et il y a pas mal de jeux centrés sur les backrooms ou ce genre d'univers, tu vois. Ouais, sur les espaces. Comment tu dis déjà, les minots? Limino, ouais. Donc ça peut être sympatoche si c'est bien fait, si c'est atmosphérique, si c'est joli. Du coup, il y a quoi? Il y a Backrooms Anomaly qui est comme ça, il y a Cloud Rooms qui a l'air d'être comme ça. Cloud Rooms, ouais. Et peut-être plus, mais... Peut-être plus, mais c'est dur de creuser dans le mur d'Indé qui sort, ouais. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok. C'était le dernier rebond, du coup ça me fait penser qu'il faut que j'appuie sur ce bouton maintenant.
Et donc, Anthony, voilà pour cette semaine. Merci d'avoir navigué avec moi jusqu'au bout. Merci à toi, Josian. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, le meilleur coup de main que vous pouvez nous donner, c'est en parler autour de vous. Avec, je sais pas, un petit partage, en parler, voilà, ça nous aide beaucoup à nous. Et d'ici la semaine prochaine, jouez bien. Gardez le cap. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Anthony. Bye bye, Josian. Bye bye, les dinosaures. Tu crois qu'on pourra parier la météorite dans le jeu? J'espère. Ce serait énorme.